vous avez souhaité qu'on puisse entretenir vos équipes sur l'équipe et je vois que vous avez déjà fait un grand chemin. Je me demande si je peux encore faire ma contribution. Cependant, nous allons toujours partager, d'accord? Donc, c'est un plaisir d'être ici. Comme je disais, je m'appelle Hospicecom et je suis consultant en développement commercial. Mon travail, c'est de pouvoir aider les entreprises à pouvoir mettre en place une branche commerciale solide, viable, professionnelle et qui apporte de l'argent. Donc, dans ce travail-là, j'ai beaucoup d'expertise que j'apporte, que ce soit sur le business, que ce soit sur les stratégies ou que ce soit sur la construction même de l'équipe opérationnelle. Et aujourd'hui, vous êtes une équipe opérationnelle et il est question de coordination de l'équipe. Il est question du travail en équipe. Et donc, la thématique que j'ai préparée pour vous, c'est comment vivre en équipe et quel est l'intérêt de réussir le travail en équipe. Comment est-ce qu'on peut vivre d'abord en équipe? Donc, si vous voulez travailler, d'accord? Puisque la vie, normalement, c'est à la maison, le travail, c'est au boulot. Mais depuis peu, on s'est rendu compte dans les organisations que nous travaillons beaucoup plus au service qu'à la maison. Ou que notre présence est beaucoup plus ressentie au service qu'à la maison. Donc, depuis peu, on reconnaît que la vie s'est déplacée de la maison au service. D'où la nécessité de pouvoir, dans nos interactions, comprendre la nécessité de pouvoir travailler ensemble en équipe. Et dans mon intervention, je ne vais pas la faire à l'expert. On va échanger. Je vais prendre quelques rapides minutes pour vous partager quelques contenus. Et après, j'espère pouvoir avoir vos questions. Et voilà, pour qu'on puisse interagir. Parce que si vous me laissez faire cette intervention seul, je serai vraiment peiné. Donc, je compte sur vous pour poser quand même des questions assez intéressantes pour qu'on puisse échanger. Et ça me fera vraiment plaisir d'avoir partagé cette session avec vous. Alors, en introduction, on pourra d'abord, avant même de comprendre ce que nous appelons l'esprit d'équipe ou la vie en équipe pour découler sur l'importance de vivre ensemble en équipe et de pouvoir réussir la mission, on peut s'amener rapidement à comprendre c'est quoi donc ce lieu-là où il est important de travailler en équipe, donc l'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes ici dans cette entreprise et qu'est-ce qu'on appelle une entreprise? Si vous prenez une définition simple d'un dictionnaire, on vous dira qu'une entreprise, c'est une organisation où on met ensemble des moyens humains et des moyens matériels dans le but de pouvoir produire un résultat. Si je prends l'électricien, c'est quelqu'un qui est un expert, un électricien qui a une compétence à faire valoir, qui va utiliser les outils d'électricité pour produire un résultat et sur ça, il est rémunéré. Si je prends le décorateur, c'est une personne qui va apporter sa valeur professionnelle à partir des outils, des éléments de décoration et on va pouvoir lui payer sur son travail. Si je prends également l'assistante, si je prends le chargé de graphisme et tout, c'est la même procédure. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas arriver dans une entreprise sans comprendre même l'essence de ce qu'est une entreprise. Donc, nous disons simplement qu'une entreprise, c'est une organisation. Il y a les hommes, et puis, il y a ce qu'on doit utiliser pour faire le travail pour lequel nous sommes là. Et je pense qu'ici, vous êtes des prestataires dans l'événementiel. Et qui dit événementiel dit un secteur d'activité qui regroupe beaucoup de choses. Autant la photographie, l'aménagement, l'organisation, l'électricité, puisqu'il y a des installations à faire. Donc, c'est lourd. On ne peut pas finir de lister les domaines de compétences d'une entreprise qui est dans l'événementiel. C'est vraiment large. Et en fonction des missions que vous prenez, que ce soit un spectacle ou un mariage ou un anniversaire ou pas une réception de travail, c'est différent. Vous allez voir que vous avez besoin de beaucoup de compétences et d'expertise. Donc, félicitations déjà pour ce que vous faites. Et donc, c'est un peu la première notion qu'on peut avoir sur la compréhension de l'entreprise. Alors, c'est pourquoi, à un deuxième point, lorsque je suis un collaborateur, qu'on me fait appel dans une organisation comme celle-ci, je dois donc prendre conscience de ma co-responsabilité. C'est le premier élément que je voudrais que vous puissiez retenir ce matin. La co-responsabilité. Et tout de suite, votre responsable le disait, ou je l'ai entendu dire, que en fait, le travail ou la faiblesse de quelqu'un ne devrait pas se laisser ressentir. Parce que sinon, on n'est pas dans l'équipe, on est dans l'individualisme. Est-ce que vous me suivez? Donc, le premier élément, quand on se retrouve dans une entreprise, il faut comprendre qu'il y a une co-responsabilité. La co-responsabilité sous-entend qu'on a une responsabilité partagée. Si c'est bon, c'est pour nous tous. Si c'est mauvais, c'est également pour nous tous. C'est pourquoi chacun doit être fier de cette appartenance-là ou d'appartenir justement à une organisation. Maintenant, lorsque nous parlons de co-responsabilité, nous parlons de co-responsabilité par rapport à quoi?
Nous parlons de co-responsabilité par rapport à la vision de l'entreprise, par rapport à la mission de l'entreprise, par rapport aux valeurs de l'entreprise. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez, naturellement, il faut qu'on vous communique ou sûrement que vous avez été formé, informé sur l'état d'esprit de cette entreprise. Ce qui fait que d'une équipe à une autre, on peut avoir une ossature ou une nomenclature différente. C'est-à-dire que si je prends l'équipe d'une entreprise d'assurance, ils auront un sang, une essence différente d'une équipe dans l'événementiel. Pourquoi? Parce que les visions, les missions, les objectifs ne sont pas les mêmes à tout point de vue. Donc, vous devez avoir une co-responsabilité. Vous devez donc avoir un sens d'appartenance fort maintenant sur les objectifs, les valeurs de votre entreprise. Donc, à l'heure actuelle, nous pourrons faire un petit examen de conscience pour se demander, un peu comme avant la confession, est-ce que je suis suffisamment imbu de la vision de la directrice? Est-ce que je suis suffisamment conscient de l'enjeu, des missions de cette entreprise? Est-ce que je connais les objectifs de chiffre d'affaires de mon entreprise? Est-ce que je connais les différents rêves de mon entreprise? Pourquoi je dis cela? Si on dit que vous avez une co-responsabilité, vous avez une co-responsabilité sur quoi? Vous avez une co-responsabilité sur quoi? Éventuellement, évidemment, sur la mission de votre entreprise. Donc, ça veut dire que le minimum, c'est que chaque agent ici puisse savoir quel est le sang, la veine, les valeurs, les missions intrinsèques de l'entreprise dans laquelle il est. Et donc, dans votre cahier, notez-le. Si vous ne le savez pas, il faut le demander à madame. C'est votre droit le plus absolu. Parce que votre équilibre dans cette équipe-là dépend de votre connaissance et de votre compréhension des ambitions. Regardez un peu. Quand, par exemple, je quitte Lomé et que je veux aller à Kara, c'est un déplacement, me dirait-on. Alors, puisque c'est un déplacement, il y a beaucoup de moyens de locomotion. Je peux aller à pied, je peux aller à vélo, en voiture. Mais Kara, c'est 420 km au moins. Et est-ce que je vais faire Kara en une journée, en 2 jours, en 1 heure, en 3 heures, en 4 heures? Voilà des éléments qui peuvent être des objectifs. Ok? Et la route de Kara, là, c'est de où à où? Ça s'effilonne comment? Est-ce qu'il y a une rivière? Est-ce qu'à un moment, il faut prendre le bateau? Est-ce qu'à un moment, c'est la voiture? Est-ce que c'est le pied, c'est le vélo? Donc, toutes ces informations-là, tant que je ne les aurai pas, je peux décider d'aller à Kara. Je me dis, bon, écoute, gars, viens, nous allons à Kara. Il dit, mais on va à Kara. Oui, mais on peut marcher. On va à Kara. Mais Kara, c'est 420 km. Bon, gars, viens, on va aller à la moto. J'ai ma Suzuki, là, ma vieille Suzuki. On va mettre du carburant, on va partir. Kara, c'est 420 km. Est-ce que vous le savez, en fait? Donc, c'est pour dire que plus on est conscient des enjeux liés à notre entreprise, de la psychologie, de l'état d'âme de l'entreprise, on peut prendre des responsabilités vraiment partagées. Et c'est très important. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un ne sait pas les valeurs réelles de cette entreprise-là, les rêves profonds de votre responsable, c'est une quête vers laquelle il faut aller. C'est pourquoi vous saurez si c'est en voiture, il faut vous déplacer pour aller à Kara, ou si c'est à moto que c'est plus performant. Sachant que vous connaissez les délais de l'entreprise, les objectifs à atteindre à court, à moyen et à long terme. Donc, voilà un premier élément que je souhaiterais partager donc, avec vous. Et donc, pour résumer cette partie, il est très important que chaque agent qui fait partie d'une équipe puisse se poser la question du pourquoi on est là. Et donc, la réponse au pourquoi va vous ramener aux valeurs. Pour moi, c'est non négociable. Vous allez vous rendre compte ici que l'électricien qui est ici peut travailler pour cette entreprise, pour cette agence de communication ou bien d'événementiel, et travailler également pour une deuxième agence d'événementiel parce que c'est un prestataire indépendant. C'est aussi une possibilité. Tout dépend du contrat. Je ne sais pas les contrats qu'on vous fait. Mais quand on est un électricien, on peut travailler sur plusieurs projets, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qui fait l'identité dans chaque projet? C'est les objectifs, c'est les valeurs, c'est les missions. Et vous n'allez pas travailler partout de la même manière. Les contrats ne seront jamais aussi de la même manière. Deuxième élément, les amis, vous devez comprendre que la vie en entreprise est portée surtout par quelque chose qu'on appelle l'équilibre de vie. L'équilibre de vie, c'est quoi, les amis? Lorsque nous sommes ensemble, n'oubliez pas, on le dit également dans le mariage, qu'il y a 2 personnes qui se rencontrent pour fonder un bien commun, donc une famille, donc avoir des enfants, faire des rêves. Et le plus souvent, beaucoup de mariages arrivent à faire crash.
que les deux personnes qui, à la base, prétendent s'aimer, et on ne comprend pas comment, du jour au lendemain, cet amour-là se transforme en un poison qui détruit le couple. C'est de la même façon aussi en entreprise. Et pour comprendre cet état de choses, cet danger qui mine l'entreprise quand on est en équipe, c'est d'aller comprendre justement les raisons pour lesquelles une vie de couple peut cracher. Et ça, je prends cet exemple parce que nous tous ici, on fait des adultes et forcément ici, quelqu'un est dans une relation et on sait combien c'est difficile quand on est déjà deux personnes, seulement que deux. C'est déjà difficile de pouvoir collaborer. Et là encore, on dit qu'on s'aime. On sait tout de soi, mais on finit quand même par cracher. L'entreprise n'est pas à l'abri également de ces difficultés. Donc, il faut les connaître et donc pouvoir proposer des contre-mesures déjà par rapport à ça. Et il y a ce qu'on appelle l'équilibre de vie. C'est-à-dire que quand on est ensemble, il faut comprendre que les gens ont des comportements différents, ils ont des attitudes différentes. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a quelqu'un qu'on appelle Carl Jung. Ne faites pas attention au nom. Moi, je suis consultant, je suis bien obligé de citer mes sources. Ne faites pas attention au nom, le contenu va vous édifier. Qui a déterminé en fait que les hommes, par rapport à leur comportement, peuvent être organisés en 4 groupes d'énergie selon les couleurs. Donc, je me suis amené à faire une petite recherche pour que vous puissiez avoir des éléments pointus pour comprendre en fait la raison pour laquelle vous êtes en danger quand vous êtes en groupe. Et donc, vous proposez déjà l'antidote pour permettre donc à chacun de vous de pouvoir être pareil et réussir la mission. Beaucoup de mariages ne réussissent pas parce que justement les gens ne prennent pas la peine de s'éduquer sur les conditions du mariage et l'équilibre de vie. Alors, les amis, en troisième et en seconde, on a appris ce qu'on appelle l'osmose. D'accord? Je vais utiliser l'image de l'osmose pour vous expliquer un peu comment il faut harmoniser l'équilibre de vie dans une équipe. La première chose, c'est que l'osmose, on nous dit qu'il y a 2 solutions, ok, enfin séparées par une membrane. Ne faites pas trop attention aux noms techniques, ok? C'est l'intention qui compte. Séparées par une membrane. Et que cette membrane-là, elle laisse passer le solvant, mais elle ne laisse pas passer le soluteur. On appelle le solvant le liquide, on appelle le soluteur ce qu'on a mis dans l'eau et puis ça donne une solution. Par exemple, si je prends la bouillie maintenant, je me rends compte qu'il y a de l'eau, mais il y a aussi des grains dedans comme de la farine. Si je prends une bière, il y a de l'eau, mais il y a du houblon, de la malt, etc. D'accord? Donc cette membrane-là, quand vous mettez 2 solutions côte à côte, ça finit par les harmoniser par un processus où ça ne laisse passer que de l'eau pour aller équilibrer l'autre côté. Et à la fin, vous allez trouver un équilibre parfait. Et c'est ce que vous devez faire en entreprise. Toute l'alchimie des relations humaines réside dans cette image-là d'osmose. Vous avez des comportements différents. Vous venez de zones différentes. Il y a 4 types de comportements, 4 types d'énergie qu'il faut comprendre pour réussir cette osmose-là. Et comme je dis, c'est une condition sine qua non. C'est surestimé que de penser qu'on va se voir et puis on se met d'accord, on se comprend. Comme je l'ai dit, même si dans le mariage, les gens ils crachent, ce n'est pas vous qui allez faire l'exception. Il y a des secrets, il y a des codes à connaître sur lesquels vous devez pouvoir fonctionner, les amis. La première chose, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont une énergie qu'on appelle l'énergie rouge. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont déterminés. Quand il fait un travail, il est très déterminé. Cette personne-là, elle est très volontaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lui demander quelque chose avant qu'elle ne le fasse. Dès qu'elle voit, elle est spontanée. La dernière fois, j'ai recruté des agents sur un restaurant qu'on a lancé pour cette fin d'année. Et les agents qu'on a recrutés, ils sont allés découvrir le restaurant. La première matinée, ils sont arrivés, les associés m'ont appelé. Ils disent, mais Hospice, les agents que tu nous as recrutés là, mais c'est fou, mais c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Ils ne savent pas que je suis un associé, mais je les ai vus assis dehors. Alors que c'est ça l'entrée. Pour moi, quand ils arrivent et qu'ils savent que c'est le restaurant, minimum, ce sont des femmes dedans, etc. Ils peuvent naturellement commencer par faire le travail. Il s'est plaint, il a raison. Mais ces personnes-là n'étaient pas dans le code d'énergie rouge. Elles ne sont pas des personnes spontanées. Donc voilà, il peut se plaindre, mais c'est parce qu'il ne les a pas suffisamment connus. Première chose. Alors, ce sont des personnes qui sont compétitives. C'est-à-dire qu'elles aiment qu'on les mette en challenge. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent challenge yo para para. Ça, ce sont des gens comme ça qui sont dans l'énergie rouge. Ce sont des gens qui adorent relever les challenges et les défis. Tu vois, ils aiment qu'on leur dise, fais ça en 10 minutes, fais ça en 5 minutes. Tcha tcha, madame, Mbatidio, miaoué, kaba kaba. Rapidement, ils donnent les choses. Madame Mbatidio, retard là, on va rattraper ça. Voilà donc des gens qui sont dans l'énergie rouge. Mais attention, ces gens qui ont autant de qualités ont aussi donc des revers. Souvent, ils sont autoritaires. Et c'est normal. Ce sont des gens qui sont très autoritaires. D'accord? Ce sont des gens qui sont intolérants. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas des erreurs. Ils sont vraiment intolérants.
Et ce sont des gens qui exigent tellement d'elles-mêmes. Elles sont tellement rigoureuses envers elles-mêmes qu'elles pensent que tout le monde devrait exactement être de cette trempe-là. Et ça, c'est là où le petit danger réside. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut vraiment connaître les 4 types d'énergie pour savoir comment on réalise justement cette osmose-là. Ensuite, les amis, vous avez des gens qui sont de l'énergie verte. L'énergie verte, ce sont des personnes qui sont bienveillantes. C'est-à-dire qu'ils s'assurent que les choses se passent bien. Vous voyez, elles sont patientes, elles sont engageantes, elles recherchent dans tout ce qu'elles font de l'harmonie. Tu vois, elles veulent que les choses soient tac, les choses soient bien. Pour eux, le monde, c'est un conte de fées. Vous voyez, Cendrillon. Vous voyez, ils aiment que les choses soient dans l'harmonie, en fait. À la limite, c'est des gens qui sont très sentimentaux et tout le reste. OK? Et c'est des gens qui aiment que quand on veut prendre une décision, qui n'aiment pas le leadership, qui aiment qu'on puisse dire, tu penses quoi, 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 et qu'on puisse arriver à une décision démocratique. Par contre, les précédents que je dis, ils sont très leadership. Vous voyez que donc déjà, s'il y a quelqu'un de l'énergie verte et quelqu'un de l'énergie rouge, ils risquent d'avoir un problème dans la collaboration. Parce qu'ils ne vont pas se comprendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne vais pas trop vite aller dans la conclusion, mais chacun n'a qu'à se demander de quelle énergie ou de quelle couleur il est. Et à la fin, on va vous demander à chacun, et chacun pourra nous dire pour qu'on puisse évoluer. Alors, ces personnes-là, donc, elles ont aussi un revers. Rapidement, elles ont du mal à prendre position. Quelqu'un qui recherche trop de compromis, il a du mal à prendre position. Parce qu'il veut voir est-ce que tout le monde est satisfait, tout le monde est content, est-ce que tout est équilibré avant de pouvoir prendre une décision. Et ça va porter souvent un coup dur à la performance des choses, des projets sur lesquels on les met. Mais, comme on le connaît, elle recherche l'harmonie. Parce qu'à côté des gens qui sont leadership, il faut aussi des gens qui assurent l'harmonie. Vous voyez qu'il y a une complémentarité, mais chacun a donc un petit revers. Il y a des personnes qui sont de l'énergie jaune. Ces personnes-là, les amis, ce sont des gens qui sont très sociales, enthousiastes. C'est les gens qui veulent faire 1000 choses à la fois. Quand vous êtes dans un groupe avec ces personnes-là, c'est des gens qui débordent d'énergie, qui donnent des idées. Ah oui, mais attention, c'est des gens qui oublient aussi vite. C'est des gens qui ne vont jamais au bout de leurs idées quand elles sont en train. Ça veut dire qu'elles sont dans le feu de l'action. Tout le temps, elles ont des idées, elles ont une nouvelle proposition, etc. Mais quand vous les mettez dans l'exécution, vous vous rendez compte que ça flanche, ça ne prend pas bien. Elles ont du mal à se concentrer, elles ont du mal à faire un travail discipliné jusqu'au bout, tellement ça foisonne dans la tête. Voici. Et vous savez très bien que dans une équipe, en même temps qu'il y a des gens très sérieux, on a aussi besoin des gens comme ça, qui sont enthousiastes, qui sont tête en l'air, qui peuvent, quand c'est stressant, raconter un truc qui fait marrer tout le monde et l'équipe est redynamisée, retour de la joie. C'est des gens qui ont ce sang-là qui contamine. Tout de suite, quand ils prennent la parole, tout de suite, quand ils commencent par faire une attitude, on les aime. Et quand ils ne sont pas dans une équipe, on a l'impression que le matin, tout le monde est réveillé à 4 heures, tout le monde a une mine foncée. Mais quand ces personnes sont là, ça fait la différence. Mais elles ont aussi leur revers. Et la dernière catégorie de personnes, l'énergie qu'on va voir, les amis, ce sont des gens qui ont l'énergie bleue. Les personnes de l'énergie bleue, les amis, ce sont des personnes qui sont très précises, ponctuelles, rigoureuses. Elles aiment vraiment le détail et aiment faire ce qu'on appelle la planification. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment vraiment contrôler les choses, qui aiment que les choses soient vraiment ponctuelles. Mais en même temps, dans le revers, ces personnes réfléchissent trop. Quand vous leur donnez un travail, tellement elles recherchent la perfection qu'elles perdent énormément de temps. Et c'est des gens pour vous découvrir, c'est-à-dire qu'ils ont, pour faire le contact, ils sont très lents. Vous allez penser qu'ils ont un problème contre vous, mais ils n'ont aucun problème contre vous. Si cette personne-là rencontre quelqu'un de sang rouge, ou même de l'énergie rouge, ils ne vont pas se comprendre. Le gars de l'énergie lui va dire, mais toi tu me prends pour qui? Mais je parle, tu me regardes. Non, c'est sa nature. C'est que lui, en fait, il analyse un certain nombre de détails avant de pouvoir faire quelque chose d'engageant. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voici, d'après Carl Jung, qui est vraiment un psychologue de haut niveau qui a travaillé sur les relations humaines, voici un peu comment il organise les hommes de par leur comportement. Et ceci va vraiment nous aider à comprendre les attitudes des gens dans une équipe comme la vôtre. Comme j'ai dit, qui se sent de l'énergie rouge? Levez la main. Merci beaucoup. Qui se sent de l'énergie verte? Bienveillante, harmonieuse, prise de décision démocratique. C'est qui le grand démocrate ici? Parfait. Qui se sent de l'énergie jaune, sociale, enthousiaste, mais qui peut tout oublier, qui a beaucoup d'idées, qui est toujours en train de galvaniser l'équipe? La personne n'est pas arrivée ce matin. D'accord. Et qui se sent donc de l'énergie bleue, les amis?
précision, ponctualité, rigueur. Parfait. Merci beaucoup. La technique de l'osmose va donc vouloir que tous ces tempéraments-là puissent à un moment, dans une vie consensuelle d'équipe, puissent trouver une harmonie, un équilibre de vie. Cela voudra dire que chacun devra faire un effort. Maintenant, si je dis que chacun doit faire un effort, vous allez penser que chacun est unilatéralement dans une énergie. C'est faux. Carl Jung, à la fin de ses analyses, précise que nous avons, nous tous, un peu de ça. Maintenant, dans un peu de ça, il y a ce qu'on appelle une dominance. Vous allez voir que certains, à un moment, ont eu du mal à lever la main. Ils ne savaient pas s'il fallait lever la main au niveau du rouge ou au niveau du vert. Ou bien vous avez levé la main au niveau du rouge, j'arrive au niveau du vert, vous vous dites que mais je suis dedans. Au niveau du bleu, au niveau du jaune, vous vous rendez compte que vous êtes dedans. En fait, en réalité, en nous, il y a cette quadridualité ou quoi, voilà, ces quatre parties. Seulement que chacun, étant particulier en fonction de son histoire et de ses ambitions, de ses rêves, a une dominance. Je vais vous soumettre à un petit exercice. S'il vous plaît, laissez ce que vous avez tenu dans la main, croisez les bras, croisez les bras. Allez-y. Parfait. Alors, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous demander, si vous avez croisé les bras, d'enlever et de croiser les bras dans le sens inverse. Donc la main qui est en haut va en bas, etc. Allez-y. Très bien. Alors, vous allez remarquer que vous avez eu un peu de mal à pouvoir faire le deuxième jeu de croisement. Est-ce que vous avez senti cela? Vous avez eu l'impression que vous devenez du coup bête, mais attends, c'est comment même? En fait, c'est ça. C'est pour dire que vous êtes capable de vous adapter, cependant, il y a une prédominance. Si, au moment où vous avez croisé les bras premièrement, j'avais noté, non, vous pouvez vous détendre. Si j'avais noté, si c'était votre bras gauche qui était en haut ou bras droit, vous allez voir que tout le monde n'a pas le même bras au fait. Vous n'avez pas tous la main droite en haut. Non, les gens, ils ont en fonction de leur préférence. Et maintenant, au moment où on vous demande de faire l'inverse, vous commencez maintenant pas à vous chercher. Attends, c'est comment c'était. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle la compréhension de cette harmonisation-là, de cette adaptation-là, elle est primordiale pour pouvoir vivre une vie d'équipe responsable, engageante et qui porte des résultats, les amis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans une équipe, vous devez en premier chercher cette osmose-là. Qui est mon voisin? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand on arrive dans une équipe, au-delà des attitudes qu'il faut harmoniser, il y a aussi une grande richesse qu'on peut développer de là. Quand je regarde quelqu'un qui aime travailler de manière démocratique, je peux tricher chez lui sa méthodologie de travail. Parce que quelquefois, vous êtes d'un sang, peut-être rouge à dominance. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a le sang bleu, méthodique, pragmatique, rigoureux, vous aimez cela en fait. Dites que mais oh là là, j'aurais voulu être comme toi. Et vous dit mais moi aussi j'aurais voulu être comme toi. Et vous êtes surpris de trouver quelqu'un qui veut être comme vous et que vous voulez être comme elle. En fait, ça veut juste dire que c'est ça la force d'une équipe. Et si vous êtes malin, vous devez apprendre de chacun. Chacun a un point fort en lui. Identifiez-le et profitez. Si vous passez par une équipe et que personne ne déteint sur vous positivement, vous serez passé dans cette équipe-là inutilement. C'est pourquoi on dit souvent, quand un homme et une femme, ils ont beaucoup d'expérience dans les relations, ils arrivent mieux à réussir une relation à deux. Parce qu'ils ont réussi à voler un peu, à comprendre un peu de chaque. Et c'est pourquoi les novices ont une propension plus rapide à l'échec aussi dans les couples. Deux jeunes, amoureux, coup de foudre, love, temps, tiding, tiding. Après, ça crache. On dit, mais Alex, non, écoute, Alex, franchement, je ne sais même pas. On avait fermé tes yeux, mais non. Donc, c'est pour dire qu'il y avait des codes que les gens n'ont pas pu comprendre. Okay? Donc, au-delà du comportement, il y a ce qu'on appelle aussi les compétences. De la même manière, dans une équipe, vous pouvez tricher sur les comportements des gens, les points positifs pour, comme je dis, harmoniser, faire l'équilibre là de vie professionnelle. Vous pouvez également tricher sur leurs compétences. Tout à l'heure, je vous ai entendu le dire. Quelqu'un, il est électricien. Je ne suis pas obligé de l'aider, mais vous savez combien on paye pour devenir un électricien quelque part? Et est-ce que vous savez que beaucoup de gens ont fait licence en mathématiques, en gestion, etc. Ils sont allés faire notre travail? Quand on fait les statistiques, beaucoup de personnes qui ont fait une école de spécialité ne travaillent pas dans la spécialité qu'ils ont faite comme formation. Les gens ont fait communication, ils n'ont jamais travaillé dans la communication. Vous allez les trouver entrepreneurs quelque part en train de faire plein d'autres choses.
en train de créer ses produits locaux, tu vois, ce genre de choses. Quelqu'un a fait comptabilité, il n'a jamais fait la comptabilité. Tu le trouves quelque part en train d'être secrétaire. Parce que c'est là-bas que les opportunités de la vie nous apportent. Déjà que nous savons que le choix même de la filière ne tient pas compte de nos aspirations profondes. On prend parce que, bon, on ne peut pas aller dans une école chère pour faire le marketing qu'on veut ou bien pour faire l'expertise qu'on veut. Eh bien, on va au campus, on prend ce qu'il y a. Vous voyez un peu? Et là où on peut finir rapidement, sans encombre, maintenant c'est quand on finit qu'on se rend compte que j'ai un talent fou dans l'art oratoire alors que je suis allé m'inscrire en comptabilité, en géographie. Mais je me rends compte que je suis un bon présentateur, un bon chairman. Et je me retrouve en train de faire l'animation dans une radio. Vous voyez un peu? Donc cela voudrait dire que si, en même temps que cette situation morose à côté, quelqu'un, pour se reconvertir, va aller payer pour faire une formation professionnelle d'électricien, de mécanicien. Et aujourd'hui, moi j'encourage beaucoup d'étudiants qui ont des diplômes à aller vers l'école de métier, mécanique, soudure, peinture, cordonnerie, coiffure, décoration, peinture, aménagement de salle. Vous voyez, il y a de nouveaux métiers en fait et des niveaux pratiques. Aujourd'hui, vous cherchez un cordonnier, vous allez passer comme ça. Quelqu'un sait où on trouve un cordonnier tout à l'heure? Mais pourtant, nous avons des chaussures de plus en plus chères. Mais tout le monde a un diplôme en licence de comptabilité. Ça sert à qui? Personne. Par contre, si vous êtes un cordonnier, vous allez réparer au moins une chaussure par jour. Vous aurez... Bon, je ne vais pas changer de thématique, mais c'est pour dire qu'on pourra aussi évoquer ce thème-là après si vous êtes intéressé. Maintenant, si il est toujours difficile de pouvoir payer une formation professionnelle, imaginez que vous puissiez être graphiste, assistant, et que vous alliez découvrir le monde de l'électricité avec l'électricien. Tu dis, ben écoute, je peux t'aider, vous mettez les gants, il vous montre, tu vois les câbles, etc. Mais chez vous, vous serez surpris d'être en train de réparer votre propre lampe, d'être en train de comprendre que mais il y a une surtension chez vous, que non, ce câblage-là, c'est dangereux pour les enfants. Vous l'avez appris où? C'est là. Et il y a des gens, comme je l'ai dit, qui ont fait une spécialité à l'école, théoriquement, mais qui ne deviennent pas la force de la vie quelque chose. Ils ont appris ça où? Sur le tas. Il y a des gens qui deviennent infirmiers sur le tas. Bon, heureusement, pour devenir docteur, il faut faire une formation de 7 ans. Mais beaucoup de gens sont infirmiers, ils vous piquent, ils vous soignent dans les CMS et puis dans les quartiers. Ils n'ont jamais fait un diplôme, une formation professionnelle. Ils assistent quelqu'un, ils savent piquer, ils ne continuent pas à piquer. C'est vrai que c'est dangereux, mais est-ce qu'ils y arrivent? C'est pour dire que c'est aussi un mode d'apprentissage. Et si vous avez la chance d'être dans une équipe qui a autant de compétences, ça veut dire que vous devez au bout d'une année sortir avec autant de compétences que la somme des compétences de votre équipe. Sinon, vous seriez passé par là pour rien.